Bonjour et bienvenue. L'analyse du jour nous vient tout droit du blog Tu savais ça, un blog qui se spécialise, je cite, dans les infos strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à un de ces petits mystères du quotidien, les fameuses portes de toilettes publiques. On a tous vécu cette scène, pas vrai? On est dans des toilettes publiques, on cherche une cabine, et là, on voit les pieds de tout le monde. Et évidemment, tout le monde peut voir les nôtres. C'est un peu étrange, un peu gênant même. Alors, la question se pose, mais pourquoi cet espace béant sous la porte? On pourrait croire à une simple erreur de calcul, ou à un oubli de l'architecte, mais pas du tout. En fait, si ces portes sont courtes, c'est absolument intentionnel. Et derrière ce qui semblait être un détail, il y a toute une logique. Un mélange assez surprenant d'hygiène, de sécurité, de psychologie, et même, on va le voir, d'économie. Allez, on mène l'enquête. Les premiers indices nous emmènent sur la piste la plus logique, la plus pragmatique, celle de l'hygiène et de la sécurité. Ce petit espace sous la porte, c'est en fait un super allié pour la propreté. D'abord, ça permet à l'air de mieux circuler. Et dans des endroits, disons, pas toujours très frais, c'est plutôt une bonne chose pour éviter que les odeurs ne stagnent. Et puis surtout, pensez au personnel de nettoyage. C'est un gain de temps énorme. Un coup de jet d'eau, un coup de balai serpillière, et hop, toute la rangée est nettoyée d'un coup, sans avoir à ouvrir chaque porte une par une. Ensuite, il y a l'aspect sécurité. Et ça, c'est vraiment crucial. Imaginez une seconde que quelqu'un fasse un malaise dans une cabine totalement fermée. Personne ne verrait rien. Alors qu'avec cet espace, on peut tout de suite voir si quelqu'un est au sol, en difficulté, et on peut intervenir rapidement sans avoir à défoncer la porte. C'est aussi, il faut le dire, un moyen de décourager le vandalisme ou d'autres activités, disons, inappropriées. C'est une sorte de petite fenêtre de contrôle, discrète mais efficace. Bon, maintenant qu'on a vu les raisons les plus évidentes, passons à des choses un peu plus subtiles, mais tout aussi importantes. On va voir comment ce design est aussi une affaire d'argent et, oui, de psychologie. Il faut bien comprendre une chose, les toilettes publiques, surtout dans les lieux très fréquentés, ne sont pas faites pour qu'on y passe des heures. Ce manque d'intimité totale, ça crée une petite pression psychologique. On se sent un peu observé, même si personne ne nous regarde vraiment. Et le résultat, on fait ce qu'on a à faire et on y reste le moins longtemps possible. C'est une façon très maligne finalement d'assurer une rotation rapide des utilisateurs. Et évidemment, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Une porte plus courte, c'est moins de matériaux à acheter. C'est plus simple et plus rapide à installer. Et comme on l'a vu, c'est plus facile à entretenir. Alors, sur une cabine, ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais multipliez ça par les centaines, voire les milliers de cabines dans un aéroport ou un centre commercial, et là, les économies deviennent tout de suite énormes. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est une règle universelle. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On se rend compte que ce choix de design est aussi et surtout une question de culture. On a vraiment deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, en Occident, la priorité c'est l'efficacité, la sécurité, le côté pratique. On va vite. De l'autre côté, au Japon par exemple, c'est tout l'inverse. La priorité absolue c'est l'intimité, le confort, la dignité de la personne. Leurs cabines sont de vrais petits cocons, complètement isolés, parfois même avec de la musique d'ambiance ou des sièges chauffants. D'un côté, le pratique, de l'autre, presque le luxe. Et si on trouve que l'espace sous la porte est déjà grand chez nous, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est souvent encore pire. Les interstices sont parfois tellement larges qu'on a l'impression de pouvoir discuter avec son voisin. Pour beaucoup d'Européens qui y voyagent, c'est un vrai choc culturel, une sorte d'hérésie. D'ailleurs, on entend souvent une autre explication, qui est un peu devenue un mythe urbain. Ça serait fait pour éviter que les personnes sans abri s'installent pour dormir dans les cabines. Alors, oui, c'est vrai que ce design rend à ces jours prolongés assez inconfortables. Mais ce n'est pas la raison première. C'est plutôt une conséquence de ce choix de design, parmi d'autres. Alors si on met tout ça bout à bout, on comprend que ce design est avant tout un compromis. Un compromis entre plein de contraintes. Mais la question est-ce que ce compromis a encore de l'avenir? Parce que c'est vraiment un design à double tranchant. Pour les gestionnaires des lieux, les avantages sont clairs. Ça coûte moins cher, c'est facile à nettoyer, c'est plus sûr. C'est le choix de la raison. Mais pour nous, les usagers, les inconvénients sont tout aussi réels. Le manque d'intimité, le bruit, le stress, bref, ce sentiment de malaise qu'on peut parfois ressentir. Mais les choses sont peut-être en train de changer. On voit une petite révolution s'amorcer, surtout dans les lieux qui se veulent un peu plus haut de gamme. Les nouveaux aéroports, les hôtels chics, certains centres commerciaux modernes, ils commencent à installer des cabines complètement fermées, du sol au plafond. Tout simplement parce que le confort est devenu un argument de vente, un signe de qualité. Et ça nous amène à la question finale. Est-ce que ce design, né d'une logique purement pragmatique et économique, est en train de vivre ses dernières heures? Est-ce que notre exigence de confort et d'intimité va finir par l'emporter? L'avenir nous le dira. Affaire à suivre.